un chien qui a mal, qui a une douleur, que ça soit aiguë ou chronique, là, qu'est-ce qui arrive instantanément ou presque? Là? Beaucoup d'anxiété. OK? Ça augmente le niveau d'anxiété. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette entrevue. Je suis super contente de vous avoir avec moi puis d'avoir quelqu'un aussi que je flatte dans le sens du poil d'être un bout de temps pour avoir en entrevue. Donc, je suis avec la docteure Annie Ross. Bonjour. Salut Annie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, Annie, elle est peut-être pas toujours connue du grand public, mais elle en fait des affaires. Fait que je vais te présenter, Annie. Tu sais, j'ai un petit peu ta bio ici, fait que j'ai besoin d'une feuille, tellement il y a du il y a trop d'affaires. Mais bon, mais c'est le fun, tu sais. Ça fait des choses, ça te fait une expérience incroyable, en tout cas. Fait que oui, c'est ça, je veux dire, c'est pas pour rien que ça fait longtemps que je te demande une entrevue. Avec tout ce que tu fais, je me suis dit, elle a pas bien du temps dans sa vie, elle, là. Fait que, en fait, t'es diplômée de l'Université McGill en psychologie depuis 1989. Ouais. Et de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal depuis 1995. Fait que ça fait un petit bout déjà. Ensuite, tu as fait un internat dans le domaine des petits animaux. Même Université de Montréal. Ensuite, tu as travaillé 10 ans au Centre vétérinaire DMV. Ça, c'est au Québec, là. C'est pas, j'ai beaucoup de Français qui m'écoutent, c'est au Québec. Oui, c'est un centre d'urgence 24 heures. J'ai travaillé là presque 10 ans, effectivement. OK. Puis tu étais vétérinaire d'urgence, en fait. Oui, oui. Jour, soir, nuit, fin de semaine, férié, tout ça, ouais. C'est là que j'ai eu mes cheveux blancs, hein. Ben, comme j'ai dit là avant l'entrevue, je dis t'es pas mal travaillomane, fait que c'est ça que ça veut dire. Ensuite, donc t'as formé des internes, puis oui. Après ça, t'es parti en enseignement collégial en technique de santé animale. Exact. Puis en fait, t'enseignes encore maintenant. Ça fait 15 ans. T'es au cégep de Saint-Hyacinthe. Puis, oui. Je vais faire une précision. En enseignement collégial pour les Français, c'est le bac, en fait. Ils appellent ça le bac en France. Donc, en fait, j'enseigne les techniques de santé animale. Donc, c'est quelque chose là en France qui est peut-être pas aussi développé qu'ici, mais donc on forme des techniciens en santé animale. C'est un parcours de 3 ans. C'est ça. Puis en fait, ces techniciens travaillent avec les vétérinaires en clinique en général. C'est ça, pour ou dans des zoos. Soins aux animaux, assistance du vétérinaire, exactement. Dans toutes sortes de milieux, là. Ça peut être la clinique dans les petits animaux, ça peut être les grands animaux, ça peut être les animaux en laboratoire aussi, dans les zoos, etc. Donc, où est-ce qu'il y a des animaux et des vétérinaires, il y a aussi des techniciens en santé animale. Puis c'est différent d'être animalier. Absolument, absolument. Le technicien en santé animale est beaucoup plus il est formé pour faire les soins puis assister le vétérinaire en chirurgie, en anesthésie, etc. Tandis que l'animalier, il est plus là pour, tu sais, je dirais un petit peu l'entretien. C'est ça. Les cages. Au jour le jour, là. C'est dans ça. l'animalerie. C'est ça. OK. Oh, tant qu'à y être, on fait la précision. Oui, oui. Fait que j'ai pas fini ta bio, mais ça s'en vient. Là, mais tu es encore médecin vétérinaire à l'hôpital vétérinaire des Sources, fait que tu es vétérinaire à temps partiel en parallèle avec ton enseignement. Exact. C'est important pour moi de ne pas laisser aller. Ben, je comprends parce qu'il faut se tenir à jour puis il faut pratiquer. C'est comme nous autres. Puis tu es chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec, tu m'as dit, depuis 2002. Fait que ça fait faire presque 20 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Mais c'est là que je t'ai découverte, moi. J'ai pensé que tu étais journaliste avant de découvrir que tu étais vétérinaire. Là, j'ai vu, wow, un vétérinaire en plus. C'était vraiment un coup de cœur pour moi. Puis,
Je voulais aussi préciser que tu as reçu le prix conférencière vétérinaire coup de cœur du Congrès de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en 2015, 2016, 2017, 2019. Je suis une conférencière chouchou. Ah, c'est le fun. Ça veut dire que tu dois être à l'aise, puis ça doit être très intéressant, tes conférences. Ça m'amuse beaucoup, j'aime ça. Oui, puis je pense que les gens aussi aiment ça, définitivement. Oui, mais tu es une bonne communicatrice. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai-tu fait le tour? Je pense que oui. Ah non, je sais que tu à peu près. Tu as déjà écrit aussi pour le journal Magazine Animal, hein, c'est ça? Oui, un bon bout de temps. Des chroniques aussi là, des chroniques animalières. Et puis, des fois, il y a toutes sortes d'autres projets là en ébullition par moment. Okay. De ce temps-là, depuis 1 an, en plus, je suis membre du CA de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Donc, ça, c'est nouveau pour moi. Là, c'est une nouvelle passion. Nouveau chapeau. Nouveau chapeau. Ben oui, comme si je n'avais pas assez. Là. Mais c'est le fun. J'aime ça découvrir des nouvelles choses, puis explorer mon milieu, mon terrain de travail, mon terrain de vie. Ouais. Ben c'est clair. Puis ça fait que c'est pas plate. Là. Ça fait du changement. Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais dis-moi donc, as-tu toujours voulu travailler avec les animaux? Parce que là, tu as fait un truc en psychologie, fait que j'imagine que tu as eu une petite direction puis un changement de parcours. Ben, c'est sûr que, comme beaucoup d'autres, quand j'étais jeune, là, moi, je voulais être vétérinaire, c'est sûr. Tu sais, je dis, hein, j'aimais les animaux, puis je voulais être vétérinaire. Puis bon, il n'y avait pas de doute là, dans ma tête. Mais à la fin de mon secondaire, disons le secondaire 4, secondaire 5, où on commençait les sciences, là, mathématiques fortes, chimie, physique, j'ai eu des petits moments d'égarement. Là, je me suis beaucoup amusée dans cette période-là. J'ai pas beaucoup étudié. J'étais très bonne avant, sans étudier. Puis là, ben, il fallait étudier. Fait que j'ai pas eu des bonnes notes. Puis c'est nono, hein, à cet âge-là. Au lieu de me dire, c'est parce que j'ai pas étudié, je me suis dit, non, je suis pas capable de faire des sciences, moi. T'sais. Fait que là, ben, donc, je me suis dirigée vers plus les sciences humaines. Puis là, ben, j'ai accroché en psycho. Puis étrangement, ce qui m'a accroché en psycho, c'est le cerveau. La science autour du cerveau. Fait que, comportement, physio, neuropsychologie, c'est ça que j'ai aimé. Puis je suis allée à McGill, c'est une université en psycho qui était vraiment orientée, là, physiopsychologie, beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait mon bac là-dedans. J'ai trippé là, beaucoup. Mais j'ai commencé ma maîtrise en recherche, en neuropsychologie. Et puis là, je me suis mis à déprimer solide. Oh. Là, vous me connaissez pas peut-être encore, mais je suis quelqu'un de très dynamique. Et puis, moi, ça me prend des résultats là. Action-réaction. Clicker. Moi, c'est tout de suite. Fait que, je sais pas si je peux vous dire, là, mais en recherche, là, tu peux chercher longtemps avant de trouver quelque chose. Des fois, tu meurs à 80 ans puis t'as rien trouvé. C'est très, mon Dieu. C'est bien, ça en prend des chercheurs, OK? Oui. Mais ça ne va pas du tout, là. Pas du tout. Ça absolument pas, t'es pas assez patiente pour ça, là. Ma personnalité. Fait que là, j'ai, en bon québécois, là, j'ai pogné un down. Hein. Vraiment, j'étais déprimée, traduction, parce que là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis ça, j'étais en train de faire ma maîtrise, là. Puis j'ai tout lâché, et puis finalement, je suis retournée à mes anciens amours. Je me disais, non, moi, je vais être vétérinaire vraiment. Puis là, je pense que en psycho, en neuropsychologie, en physiopsychologie, j'en avais fait de la science, là. Fait que je savais que j'étais capable. Fait que là, je suis retournée au secondaire de soir, dans une école avec des drop-out, des jeunes qui revenaient. C'était très, très drôle. Puis j'ai refait mes cours de physique, de chimie. Une chance, j'avais fini mes maths, là. Puis je suis retournée au cégep pour faire tous les cours qui me manquaient, là, de sciences. Dans le fond, c'est plus sciences. Ouais. Les maths, c'était fait. Donc, chimie, physique, même des cours de bio qui me manquaient. Puis là, je suis rentrée en médecine vétérinaire.
Ah, c'est donc ben un beau parcours. Fait que t'es retourné vers ton premier rêve. Exact. Ouais. Je le regrette pas. Non, je comprends. Tu sais que moi aussi, je voulais être vétérinaire, mais j'étais allergique à tous les animaux. Oh, non. Fait que, ouais. Puis après, mon parcours de vie a fait que j'ai lâché plein d'affaires. Mais c'est ça. Regarde, c'est ça, hein. Des fois, la vie nous amène dans des endroits incroyables. C'est ça. Faut pas regretter, tu sais. On s'en va à quelque part. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Puis, fait que... Les gens me demandaient souvent, mais voyons, t'es allé en psycho avant, mais c'est quoi le rapport? Tu sais, ben, il n'y en avait pas, là, en fait. Mais oui, il y en avait parce que, tu sais, dans le fond, si on parle de comportement, là, justement, c'est ça que j'allais dire. L'apprentissage. Moi, j'avais tout appris ça en psycho déjà, là, avant même d'être vétérinaire. On parlait de l'apprentissage, comment ça se passe, Skinner, Pavlov, tout ça. C'est très psycho, ça. La science en psycho, ça faisait longtemps qu'ils parlaient de ces choses-là, les renforcements positifs intermittents, etc., les courbes d'apprentissage, là. Fait que moi, je savais tout ça. Fait que c'est très intéressant parce que finalement, en médecine vétérinaire, il y a déjà plusieurs choses en comportement, en tout cas. Oui. En neuro, que je savais. Oui, ouais. Puis c'est vraiment un plus pour ton métier parce que c'est peut-être plus que certains vétérinaires dans le sens où peut-être les cours en comportement n'ont pas été aussi jusqu'à une maîtrise, tu sais, là. Exact. Ben, c'est vraiment temps, là, maintenant, c'est mieux. Je vous dirais, là, les cours de comportement à la faculté sont vraiment bien. Dans mon temps, ça commence à remonter. On avait un cours, puis c'était très limité. Il n'y avait pas beaucoup encore, il n'y avait pas encore une évolution. Là, il y a une belle évolution en médecine vétérinaire. Très bonne, là. Mais c'est ça, c'était pas le cas à l'époque. Ben, il y a plein de choses qui n'étaient pas le cas à l'époque. Nous autres, en éducation canine, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui non plus. C'est vrai. Grande évolution aussi. Oui, vers le mieux, je trouve. Définitivement. Ah oui, c'est super. Écoute. Puis, fait que là, je vais passer à l'autre bord. Tu tiens une chronique dans le Journal de Montréal puis le Journal de Québec depuis longtemps. Comment c'est arrivé, ça, que tu en es venu à passer du côté des journalistes? Ça tombe du ciel. Ça passe devant toi, tu le prends ou tu le prends pas. C'est un coup de chance. On peut dire, là, c'est un coup de chance. J'avais fait quelques chroniques à la faculté. J'avais fait 2 ou 3 trucs là, dans le journal. Puis quand j'ai travaillé à l'urgence aussi au centre DMV, là, on avait un journal aussi, puis j'avais écrit dedans quelques chroniques. Là. Puis à un moment donné, j'avais même été faire une émission de télévision. Là. J'étais la vétérinaire dans une émission de week-end pour les jeunes une année. Fait que, tu sais, j'avais commencé à toucher à des trucs comme ça. Puis là, le magazine Animal avait contacté, ça c'est au début du magazine Animal, là. Il était pas encore en super belle version, c'était très début. Il avait contacté où je travaillais, le DMV, pour demander s'il y avait pas des gens qui voulaient écrire. Fait que moi, j'avais dit oui, puis je m'étais mis à écrire là-dedans. Fait que déjà, je commençais à toucher un peu, là. Puis ça s'est fait... En fait, c'est quelqu'un de haut placé au journal qui avait un chien qui est arrivé au centre DMV qui était avec Caroline Dejam, docteur Dejam, qui est vétérinaire et dermatologue, spécialiste en dermato. Puis ils s'entendaient bien, ces deux-là. Et puis, à un moment donné, la dame lui a demandé, voulez-vous être... on cherche un vétérinaire pour écrire. Puis docteur Dejam, elle était elle était trop spécialisée en dermato pour écrire un peu. Fait qu'elle dit, oh non, pas moi. Ben là, elle dit, avez-vous quelqu'un à me recommander? Puis c'est venu comme ça, Annie Ross. Ben, probablement à cause de tout ça. Tu sais, c'est le nom qui est venu. Puis là, la dame est entrée en contact avec moi, puis elle me l'a offert. Écoute, puis je me souviens encore d'hésiter. J'hésitais. Ah oui? C'était comme tu sais, c'est des grosses chaussures à prendre, là. Puis j'étais jeune quand même, là, il y a 20 ans, quand oui. Ben oui, t'étais jeune, c'est sûr, t'étais encore jeune. Tu sais, j'hésitais vraiment, tu sais, je le fais-tu pas, c'était une grosse...
C'était stressant. Décision. Je comprends. Moi, j'ai dit, let's go, on le fait. Et mon copain de l'époque m'avait supporté là-dedans. Puis, de fil en aiguille, ça fait 20 ans que j'écris à chaque semaine. C'est incroyable. Écoute, c'est quelque chose d'écrire à chaque semaine, là. Oui. Oui, créer du contenu, puis ça fait 20 ans qu'il faut que tu trouves des idées. Les premières années, écoute, c'était pour une chronique, là, ça pouvait me prendre 6-7 heures là, de concentration pour écrire, puis chercher, puis réfléchir. Ben même pas. La réflexion se faisait le reste de la semaine, là, mais quand je m'assoyais, là, c'était 6-7 heures de travail là, pour une chronique. Oui, j'imagine. Puis t'es stressé, puis tu veux que ça soit bien écrit. Puis, on n'est pas habitué, hein? C'est pas. Puis là, mais finalement, au fil du temps, c'est pas mal moins que ça maintenant. Là. Tu sais, je réfléchis toujours. J'ai toujours le cerveau en ébullition. Tu sais, quand je lis des choses, j'écoute la TV, je vois des trucs, je travaille en clinique. J'ai tout le temps comme une petite arrière-pensée, un petit inspecteur qui renifle les chroniques, tu sais, les idées potentielles de chroniques. C'est sûr. C'est ça le monde qui écrit. C'est ça le monde qui écrit. Là, j'ai une idée. C'est ça, tu prends en note. C'est ça. Le matin, tu vas piger dedans. Exact. Mais j'aime ça. Je le regrette pas. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, j'ai bien fait de me pousser dans le derrière, finalement, là, tu sais, c'était pas dans ma zone de confort, là. J'ai vraiment, tu sais, je suis sortie de ma zone de confort à ce moment-là, mais, tu sais, je le regrette pas. Pour moi, j'ai un apprentissage incroyable, puis, tu sais, je trouve qu'au moins, je fais quelque chose pour tout le monde. Tu sais, j'aide la cause animale aussi, j'aide la cause vétérinaire. Tu sais, j'aide les animaux, finalement, parce que j'étais un peu leur voix pour... C'est ça. Mais quand même, au Journal de Montréal, c'est pas loin de 3 millions de lecteurs, 2-3 millions de lecteurs, là, je me souviens plus. En tout cas, c'est au moins 2 millions, c'est beaucoup, tu sais. Fait que, je me dis, ben là, le message passe. Puis, c'est ça. C'est ça, tu sais. C'est comme, je fais juste une parenthèse, moi, quand je suis en consultation, ou toi, c'est one-on-one, là. Fait qu'on a changé la vie de quelqu'un. Mais quand tu as écrit une chronique, puis il y a 3 millions de personnes, ta portée est un petit peu plus large. C'est sûr qu'il y en a qui lisent le journal comme ça, là. On le sait. Ils font juste regarder les grands titres. Mais, tu sais, je le vois, là, qu'il y a des impacts, là. Des fois, tu sais, je vais écrire sur quelqu'un ou, tu sais, une compagnie ou peu importe, là, tu sais. Puis, on sait tout de suite qu'il y a eu beaucoup d'appels par la suite. Oui, il y a il y a des lecteurs, là, qui sont intéressés. Les gens aiment les animaux aussi, hein. Tu sais, je veux dire, écoute, on est la moitié du Québec, sûrement, et plus aime les animaux, puis a des animaux. Exact. Il y a un intérêt, tu sais, c'est sûr. C'est sûr. Puis, bon, je sais aussi que dans tes chroniques, il y a de l'enseignement, mais tu reçois beaucoup des artistes, des personnalités. Ah, mais ça, c'est nouveau, OK? Ça, c'est nouveau, OK. Parce que, tu sais, en 20 ans, c'était depuis, disons, ça fait 3 ans que c'est commencé. Okay. Donc, les premiers 17 ans, c'était strictement, là, chronique animalier, là, vétérinaire, en tout cas, éducatif. Puis, depuis 3 ans, c'est mon patron, là, au journal, Danny Veer, qui m'a demandé, à un moment donné, il voulait que j'explore autre chose. Puis, c'est lui qui me l'a proposé. Ça aussi, c'est une autre paire de bottines, là, interviewer des artistes, des vedettes. J'ai dit, moi? Tu sais, voyons donc, Danny, je peux pas faire ça. Monsieur Veer, écoutez, voyons, j'ai jamais fait ça. Ben, tu vois, Danny, t'es capable, là, tu sais, oui. quelques trucs, puis j'ai même pas de recherchiste, là. C'est moi qui fais tout, là. Tu sais, en tout cas, là, j'ai dit, ben, laissez-moi réfléchir. Puis, et je savais aussi qu'il fallait que je dise oui, là. J'avais comme pas le choix. Puis, ben, je me suis lancée. Et puis, ça va bien. C'est ça, c'est, disons, une chronique sur 2, là. Genre, je fais une entrevue avec un artiste, quelqu'un de connu. Alors, c'est pas nécessairement un artiste, c'est quelqu'un une personnalité. C'est ça. Et puis, qui a un animal de compagnie. Fait que c'est souvent des chiens, des chats, mais des fois, ça peut être des oiseaux, autre chose. Là, je suis toujours preneuse aussi, là, pour faire un peu de variété. Puis là, on fait une entrevue à propos concernant l'animal.
Et c'est vraiment des questions par rapport à l'animal, ce qui est très agréable parce que il y a beaucoup en tout cas, il y a beaucoup de gens que j'ai interviewés so far, là, jusqu'à ce jour, qui me disent qu'ils aiment ça, parler de leur animal plutôt que d'eux. Ben, ça change. Ils sont toujours en entrevue pour parler d'eux. Fait que là, ça change. Ça change. C'est le fun, c'est agréable. Au début, j'étais tellement anxieux. Écoute, c'est gênant, là. C'est stressant. Ouais, mais c'est ça. Un peu. C'est bon monde aussi, là. C'est du monde comme vous et moi, puis les gens sont gentils, puis comme je vous dis, tu sais, comme je dis, ils parlent de leurs animaux, fait que ça les intéresse aussi. Puis là, on se retrouve un peu au même niveau à parler de quelque chose qu'on aime les deux. En commun. Ouais. C'est bien agréable. Ça aussi, c'est une autre affaire là, qui m'est arrivée il y a 3 ans. Là. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça, j'en doute pas. Mais tu sais, on est capable. C'est juste qu'on a peur, là, on est bien dans nos pantoufles de travail, mais c'est le fun de sortir de tout ça un peu. Fait que oui, je peux imaginer que ça te fait triper pas mal. Oui, c'est le fun. Ouais. fait que là, en plus d'être chroniqueuse et vétérinaire, c'est ça qu'on disait, là, tu enseignes en technique au cégep. Puis moi, je suis vraiment impressionnée de tout ce que tu fais. Mais moi, on me dit qu'ils sont bien impressionnés par tout ce que je fais. Fait peut-être qu'on n'a pas une vision qu'on est si occupé que ça, mais en fait, on l'est, tu sais. Mais j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que l'enseignement, ça t'apporte dans ta vie. Je te raconter une histoire. Quand j'étais au centre vétérinaire DMV à l'époque, là, avant d'être prof, en fait, quand j'ai commencé ma maîtrise en psycho à McGill, j'étais TA, là, Teacher Assistant. Donc, je donnais peut-être, s'il y avait un cours de 3 heures par semaine, le professeur en donnait 2. Hein, et puis moi, je donnais 1 heure de cours dans des plus petits groupes. Fait que c'était un cours d'atelier. Fait que ça, nous autres, on avait ça à McGill. Fait que j'avais touché, en anglais en plus. Fait que j'avais déjà touché à ça un peu, l'enseignement. Puis je me souviens, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais mis ça de côté. Et puis bon, au DMV, à un moment donné, on est allé à la faculté, moi et ma patronne, à la faculté de médecine vétérinaire pour donner une conférence, pour parler du DMV. Puis c'est un centre d'urgence, 24 heures, c'était quand même assez nouveau, on peut dire, à l'époque, là, ici au Québec. Puis on allait parler. Fait que donc, elle s'en allait parler du DMV, puis pour attirer un peu les étudiants, elle m'avait demandé de venir donner une conférence en quelque chose d'urgence. Puis moi, j'aime beaucoup la toxicologie. C'est un dada. Fait que je dis, OK, je vais faire une conférence en toxico. Puis, fait que, donc, elle commence. Puis, ma boss, mais c'était aussi ma meilleure amie, là. Fait qu'elle fait son truc pour présenter le DMV. Puis là, ensuite, c'est moi qui viens. Puis là, je fais ma présentation. Et à la fin, les gens ont applaudi. Puis quand je suis revenue m'asseoir, elle avait vraiment la bouche ouverte, là. Puis là, elle m'a regardé, puis là, elle dit, Annie-Ross, si tu t'en vas pas en enseignement, là, tu vas manquer ta vie. Tu sais, elle, là, elle venait comme de voir. Puis là, j'ai vu que, OK, là, c'est vrai, j'ai de l'énergie à revendre, j'aime ça, je suis dynamique, tu sais, je gesticule, tu sais, je verbalise, je fais des mimes, tu sais, donc, en fait, tu sais, c'est ça. Je suis une bonne conférencière, je suis une bonne prof, tu sais. Je l'ai dans le sang, un peu. Ben, c'est ça. Et puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est venu doucement, là. J'étais un petit peu fatiguée de faire de l'urgence tout le temps. Puis, à un moment donné, j'ai vu passer une offre d'emploi au cégep en santé animale. C'est là, de fil en aiguille, j'ai fait ma demande, je suis rentrée au début à temps partiel, dans un autre cégep, puis bon, et au fil du temps, là, j'ai fini par atterrir à Saint-Hyacinthe puis avoir un temps plein. C'est ça que je voulais, là, finalement. OK. Vraiment, c'est devenu comme une passion, presque plus que la médecine vétérinaire, l'enseignement, là. Et puis enseigner vraiment à ce groupe d'étudiants-là, des gens, des jeunes adultes, là, au cégep, c'est beaucoup de filles, là, mais disons, c'est des étudiants qui sont très forts, très motivés,
C'est le fun. J'aime ça. Je sais que la majorité des étudiants, ils aiment ça venir à mes cours. Ils m'écoutent. On a une discussion. Ils se gênent pas pour me poser des questions, pour interagir. On a du plaisir. Finalement, là, Michel, quand je sors d'un cours en général, j'ai plus d'énergie que quand je suis rentrée. C'est quand même incroyable. Quand tu penses ça, que donner un cours, ça me stimule assez que j'ai plus d'énergie quand je sors de là. Quand tu es rentrée, ouais. C'est vraiment une passion, je dirais. Puis ça veut dire qu'ils sont probablement très investis, tes élèves, fait qu'ils t'en donnent, tu sais, ils donnent de l'énergie aussi, puis ils donnent du feedback, puis fait que t'es pas tout seul à parler en avant, puis qu'ils baillent en arrière, là. Ça, par exemple, tu sais. Mais ça, je peux pas endurer ça, là. Là, tu sais, c'est comme c'est comme le clicker, ça, l'étudiant qui réagit, exact. qui s'intéresse. Mais si j'ai pas personne qui parle ou qui réagit, ou si tout le monde dort au gaz, ben là, c'est sûr que moi aussi, je vais tomber, là, puis je vais devenir d'une platitude incroyable. D'ailleurs, je vais me poser des questions, là, c'est pas normal, là. C'est ça. C'est un peu arrivé, pas tant que ça, là, mais pendant la COVID, là. La COVID. L'année dernière, on a fait des cours en ligne. Toute la théorie est en ligne. Puis j'avais des étudiants que je connaissais pas. C'était des étudiants que j'avais pour la première fois. Donc, ils ne m'avaient jamais vu non plus, moi non plus. 60, là, 60, c'est deux groupes. Là, 30, c'est beaucoup. Là, tu sais, ça rentre même pas dans ton écran, tout le monde. Là. Puis, écoute, c'était mortel. Mortel. Puis, tu sais, c'est triste parce que eux autres aussi, ils ont dû me trouver plate à mort, mais puis moi, je les ai trouvés pas agréables tant que ça, parce qu'ils fermaient leurs caméras. Je suis sûre que c'est du bon monde, là, mais ils fermaient les caméras, ils répondaient pas, ils posaient pas de questions. Écoute, j'étais en train de mourir chez nous. J'étais en train de me décomposer parce que ça, c'est pas agréable. Non, je pense que ça a été très difficile pour les enseignants là, d'être tout seul devant des caméras fermées, tu sais. Puis, je dois te dire, ça a été un groupe comme ça, là, parce que, tu sais, j'ai eu un autre groupe d'étudiants où ça s'est très, très, très bien passé. Puis à la deuxième session, un autre groupe d'étudiants, un autre groupe complètement. Même chose, ça a très, très, très bien été, ça a embarqué. Tu sais, explique, je comprendrai jamais là, ce qui s'est passé, mais ça a été dur, ça. Oui, je comprends. Vive le présentiel. Oui, ça, je comprends. Ça nous manque-tu? Si bol, ça s'en vient. Mais ça. Ouais. Mais bon, on est sur le bon bord, je pense. Oui. Hey. C'est sûr qu'on est bien parti, là. Puis, je veux juste faire du pouce sur l'enseignement. En fait, tu donnes des conférences, mais je pense que tu donnes des conférences pas au grand public. Hein? C'est donné de conférences grand public. C'est des conférences en général pour les techniciens en santé animale. OK. Parfois pour les vétérinaires, là, ça dépend des sujets. OK. Mais c'est souvent soit que je les donne avec l'Association des médecins vétérinaires du Québec, ou avec l'Ordre des médecins vétérinaires, quand ils font des congrès, là, ils m'invitent comme conférencière. Je ne suis pas sortie du Québec. J'en ai déjà donné pour la TSAC à l'époque, l'Association des techniciens en santé animale du Québec. Je ne suis jamais sortie du Québec. Chers Français, si vous voulez m'avoir, quand la COVID sera terminée, invitez-moi, ça me ferait plaisir d'aller vous parler de beaux sujets. Mais non, Michel, j'ai jamais fait de conférences grand public. Ah oui, non, quelques fois dans un parc, c'est vrai, un parc à chiens. C'est bon. J'avais invité dans un parc à chiens, oui. Mais regarde. Attends. C'est ça. Regarde, il y a encore des défis à relever dans la vie. Ça, l'après-retraite. La retraite. C'est cool. Fait que là, évidemment que les gens le savent. Moi, j'aime ça, là, faire le pont entre les propriétaires de chiens qui m'écoutent, puis mes invités qui sont souvent des spécialistes. J'ai moi aussi des personnalités. Donc, aujourd'hui, je suis spécialiste.
et une personnalité en même temps. Donc, mais bon. Mais je voulais aborder un sujet, là, vraiment typiquement vétérinaire, chien, etc. Fait que, je sais qu'on s'en est parlé un petit peu. Puis moi, je fais souvent des lives dans ma communauté, puis je leur dis à chaque fois, en fait, quand les gens me consultent pour un problème de comportement, c'est pas toujours comportemental. Souvent c'est physique. Moi, c'est la première chose que je dis. On va vérifier chez le vétérinaire si tout est correct. Exact. Parce que on se rend pas compte comment une maladie, une douleur peut avoir un effet sur le comportement. Incroyable. Fait que là, je fais toujours ça. Allez voir, on va regarder le physique avant, puis on verra après. Fait que c'est ça que je voulais un peu aborder avec toi. Tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de problèmes de santé qui jouent sur le comportement. Puis, tu sais, si tu aurais un petit peu me parler de ça, là. Oui, écoute, d'ailleurs, je t'ai dit que je trouvais l'idée super bonne, là, tu sais, parce que, bon, on n'oublie pas, là, que le comportement, ça vient d'ici, hein, ça vient de notre cerveau, donc c'est nous, là, on est un, OK? Fait que, évidemment, que tout ça, un bord influence l'autre, là, OK? Mais effectivement, tu sais, les maladies, puis, tu sais, moi, je voulais plus parler de la douleur, OK? Mais en fait, tu sais, on peut parler de plein de maladies qui amènent de la douleur, OK? Ben, c'est ça, finalement. Je voulais un peu parler de ça, la douleur, le mal, OK? Qui va, dans le fond, qui va modifier le comportement, tu sais, définitivement. Là, on parle chien-chat, mais je sais que c'est plus chien ici, mais, tu sais, chez le chien, là, un chien qui a mal, qui a une douleur, que ça soit aigu ou chronique, qu'est-ce qui arrive instantanément ou presque? Là? Beaucoup d'anxiété, OK? Ça augmente le niveau d'anxiété. Puis aussi, donc, s'il y a un chien qui est déjà anxieux, puis qui a des problèmes de comportement en anxiété, une douleur pourrait exacerber l'anxiété. Donc, peut-être que vous auriez un chien qui commence à être bien contrôlé, là, qui est médicamenté pour son anxiété. Là, Michel, tu travailles avec lui là, pour améliorer là, le plus possible. Puis là, ça va bien, il est stable. Tout d'un coup, cling, ça repart. Là. Ben, peut-être qu'il y a une douleur là, sous-jacente. En fait, probablement, poser la question. Faut le voir. Là. Puis c'est là que c'est important que les comportementalistes travaillent avec des vétérinaires pour s'assurer que tout, tu sais, qu'il y a rien en arrière de ça. Là. Bon, donc l'anxiété. Ensuite, un chien qui a mal, c'est vrai aussi pour les chats, mais souvent il y a une diminution de l'interaction sociale. Ils veulent la paix, tu sais. Ils veulent la paix, ils vont dans un coin, ils sont plus tranquilles, ils bougent moins aussi, beaucoup moins d'activité physique, là, souvent. L'agressivité. Tu sais, on en a des problèmes de comportement des chiens agressifs, là, c'est méga problématique, les morsures, puis tout ça. On le sait, là, comment ça peut être majeur, puis ça peut être vers les humains, vers un autre chien, ou même vers un autre animal, là, chat, whatever, autre espèce. Mais on le sait que la douleur, que ça soit aiguë ou chronique, peut amener de l'agressivité. OK? Tous les vétérinaires, là, on fait attention quand on est en clinique avec un chien, même un chat, mais un chien, tu sais, quand on le manipule puis il a mal, on le sait tout de suite, qu'est-ce qui peut arriver? C'est peut qu'on se fasse mordre, là, ou quelqu'un se fasse mordre, tu sais, peut-être pas nous, peut-être le proprio, mais donc, ça vient naturellement, là. Aussi, on peut voir que des chiens qui ont mal, qui vont s'auto-mutiler. Okay. Ils vont gruger jusqu'à temps que... Bon, là, je ne vais pas entrer, j'ai une histoire d'horreur qui vient de me revenir en tête, mais justement, une histoire où le chien avait tellement une grosse douleur, puis ça n'a pas été... disons, malheureusement, le propriétaire l'a pas vu, puis ou c'est pas... l'a peut-être vu, mais l'a pas comme conscientisé là, que c'était vraiment majeur puis grave. Puis le chien, c'était mangé, personne, tu sais, il s'était auto-mutilé jusqu'à se manger un doigt, là. Et ça meurt pas. Ça peut aller long, ça, c'est effrayant. Oubliez ça, OK? Mais, oui, mais c'est exceptionnel, c'est ce qu'on veut dire, mais on veut dire que ça peut aller jusque-là, donc il faut être vigilant. Mais encore là, ça venait d'une douleur physique, tu sais. Oui, c'est ça. Il faut penser à ça, là. Dès qu'il y a un trouble de comportement, surtout, tu sais, c'est un trouble nouveau, quelque chose de nouveau. Oui.
qui arrive, là, il faut définitivement penser à ça. Tu sais, là, j'avais plein d'exemples, mais le premier qui m'est venu, c'est plate, là, les amateurs de chiens, mais c'était pour les chats. C'était tellement un classique. Le chat qui commence à uriner en dehors de sa litière, OK? Tout allait bien jusque-là, puis là, tout d'un coup, là, il fait pipi, tu sais, ailleurs, là, OK? Bon, là, il y a un paquet de maladies possibles, là, tu sais, qui explique ça. Oui. Donc, c'est des maladies du système urinaire, là. Donc, problème dans la vessie en général, ou ici aussi, là, mais bon, entre les deux oreilles. Mais la première chose qu'il faut faire, là, avant de commencer à, tu sais, procéder à une analyse comportementale, c'est justement s'assurer qu'il n'y a rien au niveau médical. OK? Parce qu'il y a énormément de chats qui, justement, qui ont des problèmes de vessie, des douleurs, là, infections, cristaux, presque blocage, inflammation de la vessie. Puis là, ben, ils se mettent à avoir toutes sortes de comportements, là. Ben oui, ben ça fait mal en titi. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Quand je dis là, que le cerveau, c'est lui qui gère les comportements, mais que le cerveau puis le reste du corps, c'est un. OK? C'est une unité. Ben, c'est sûr. Tu sais, je pensais aussi un exemple bien classique, pas très fréquent, heureusement, ici, là, au Québec, ni en France, mais la rage, qui est une maladie, ça peut, tu sais, c'est une maladie mortelle chez tous les mammifères. La rage, c'est un virus qui monte dans le cerveau, puis qui envahit le cerveau, puis ça fait des changements de comportement majeurs, dont les changements d'agressivité. Oui. C'est des cas exceptionnels, mais c'est pour vous dire un peu là que oui, il faut aller chercher, il faut trouver, tu sais, il faut aller vérifier s'il n'y a pas une cause médicale sous-jacente, une douleur qui est là, chronique. Oui, parce que le chien, il ne peut pas toujours nous dire ou le chat qui ont mal. Non, exact. Ils ne peuvent pas le dire. Exact. Le mal de dents, ça, je voulais en parler. Tu sais, il y a tellement de chiens qui n'ont pas des belles bouches, là, tu sais, qui ont plein de tartes, puis de la gingivite, là, puis tu sais, c'est vraiment, là, des maladies parodontales sévères, OK? Écoute, il y en a énormément, là. OK. Malheureusement, parce que les gens, tu sais, oui, on devrait brosser les dents depuis qu'ils sont bébés à chaque jour, puis on devrait donner de la nourriture qui va vraiment aider, mais les gens le font pas, ou le font peu, puis veut pas, à un moment donné, les dents, ça nous vivre un peu plus longtemps aussi, mais ça vient tellement des bouches effrayantes. Là. Donc, il y a toujours un mal de dents là, chronique. Je sais pas si vous imaginez, c'est parce que ça va jusque dans l'os, hein? Les maladies parodontales, là, ça va dans la racine, puis ça atteint l'os des mâchoires, là, OK? Puis, il y a des chiens, quand on finit par les détartrer un jour, là, et souvent, on est obligé d'enlever des dents, là, parce que les dents, ils tiennent plus à rien, là. Okay? Ils tiennent avec le tartre, puis fait qu'on fait ça, un gros nettoyage, on enlève. Enfin, on aimerait ça que ça soit fait plus souvent, là, pour pas arriver là, mais mettons, OK? Mais on est, tu sais, le cas, là, qui est jamais venu, puis là, on fait un gros détartrage, puis là, on enlève plusieurs dents qui étaient vraiment gâteuses, là, tu sais. Ben, ce qui est incroyable, là, ces chiens-là, puis les clients vont vous le dire, puis on le voit, là, on dirait qu'ils rajeunissent de 5 ans. Là, ils sont pépés, ils sont de bonne humeur, ils se remettent à jouer, ils se remettent à avoir du fun. Tu sais, là, ils rajeunissent de 5 ans. OK? Les clients vont le dire, vont s'en rendre compte. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'était de la douleur chronique. Et donc, ça a changé le comportement, puis la personnalité, ben, peut-être pas la personnalité, mais en tout cas, le comportement de l'animal pendant plusieurs années. Tu sais, ça, pour moi, là, c'est un message aussi, c'est un double message là, que j'envoie à la population. Oh, mais oui. C'est important, là, tu sais. Oui, c'est important. Puis Michel, une chose que je voulais aussi te dire, parce que je sais que vous êtes en comportement, puis, tu sais, la réactivité en laisse. Tu sais, les chiens qui sont en laisse, hein? Attends, tu peux en parler un peu. Il y en a, oui. Ils sont en laisse, puis là, parce que c'est toi qui pourras en parler le plus, là, mais ils sont en laisse, puis parce qu'ils sont en laisse, là, ils réagissent plus aux chiens d'à côté, puis tout ça.
Ben, il paraît, tu sais, selon les études puis ce que j'ai lu, là, que cette réactivité-là, elle augmente quand que l'animal a une douleur. C'est sûr. Puis ça peut être une douleur au niveau du cou en passant, OK? Hein, surtout ceux qui tirent là, sur les laisses, là, veut pas, là, à un moment donné, il y a des douleurs de cou qui vont s'installer. Ça, c'est prouvé aussi. Ça, c'est clair. Mais pas juste une douleur de cou, une douleur en général. Là, ça peut être un mal d'oreille, une otite, un mal de dents, une arthrite, quelque chose comme ça. Ben oui, la douleur physique peut augmenter la réactivité en laisse. Fait que je trouve que c'est tous des beaux exemples là, de... En effet. Puis, ben, je vais faire du pouce, pas parce que après, quand le chien, il a même pas encore de douleur, qu'il est réactif, parce qu'il anticipe qu'il va peut-être avoir mal. Ben oui, c'est vicieux, il voit venir l'affaire, tu sais. Ouais. Fait que oui, la réactivité en laisse, Colline qu'on en a, puis je dis tout le temps arrêter avec les colliers, essayer du harnais, très mauvais pour le cou, pour la glande thyroïde, pour tout le stock qu'il y a ici, là. Ouais, non, écoute, ça n'a pas d'allure, là. Non, effectivement, là, puis les harnais existent, qui sont bien, là, que ça soit un licou ou un harnais, tu sais, déjà, c'est mieux, là, mais c'est pour vous donner l'information que la douleur en dessous de ça, donc, certaines maladies, là, peuvent changer le comportement. Ouais. Puis des fois, moi, je vais parler de mon chien parce que ma Griotte a des problèmes d'oreille toute sa vie. C'est même pas des otites, parce qu'elle n'a presque jamais eu. Elle en a eu une fois, mais je me secoue les oreilles, puis elle a eu des problèmes d'allergie. Je vais faire une histoire courte, là. Mais ses oreilles, c'est un téquel, hein, les oreilles fissuraient, nécrosaient, tombaient. Ouais. C'était une allergie à quelque chose dans les croquettes. Mon Dieu. Je le sais. Ouais. Je passais au cru je dis, on va essayer d'autres choses. 3 semaines après, il n'y avait plus rien. Donc, c'est merveilleux. Mais il reste qu'elle est sensible des oreilles. Elle fait l'hélicoptère très souvent. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'elle fait schlock. Puis, je suis à peu près sûre que ça participe. J'ai un chien pas très patient, facilement irritable. Et je pense que cet inconfort qu'elle a, ça participe énormément à son comportement. J'ai un chien très réactif. Bon, j'ai plein d'affaires avec ce chien-là. Mais c'est juste pour dire, en effet, tu sais, des fois, c'est juste de l'inconfort. C'est pas une telle douleur. Mais à force d'être chronique, comme tu dis, hey, c'est-tu fatigant? Hey, nous autres, ça nous tape ses nerfs d'avoir la douleur chronique, là, tu sais. Puis on vient là, lâche-moi patience. Fait que le chien, il est pareil. C'est la même chose, tu sais. Ils sont tannés, ils veulent la paix, ils s'endurent pas eux-mêmes, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça peut être de l'arthrose aussi. Les chiens, les chats d'un certain âge, là, il y a beaucoup de chiens qui font de l'arthrose. Les chats aussi, c'est incroyable. Tu sais, qui arrêtent de se toiletter, puis qui bougent moins, qui deviennent moins sociales, plus irritables, plus mauvais caractère, là, puis tendance à se frustrer à rien, là, tu sais. Ben, c'est ça. Il faut chercher souvent quelque chose qui est là. Est-ce que, ça, c'est une question de curiosité, l'arthrose, souvent c'est l'âge, là? On parle de l'arthrose d'âge, là, parce que peut-être ça existe chez les plus jeunes, mais as-tu quelque chose à faire avec ça ou pour aider le chien à... Oh oui, il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est très multimodal comme approche. Là. Je veux dire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer. Puis même pour les chats, là, je vous dirais, d'abord, là, bien important, les tenir minces à vie, OK? Ça, c'est dur, là, les gens, ils ont de la misère à faire ça, mais je pense que c'est bien important. Plus tu as de surpoids sur tes articulations, plus ça fait mal. OK? Ça c'est... Fait que donc, si on tient l'animal plus mince, il y a moins de douleur en partant. Okay? Ensuite, activité physique faible à modérée, okay? Pas intense, là, mais toujours, tu sais, régulier. Ça, moi, j'appelle ça huiler ses articulations, là. Fait que c'est important qu'on essaye d'entretenir ça. Ensuite,
il y a des suppléments, il y a des super suppléments, là. Les vétérinaires, ils ont ça, là. Puis maintenant, c'est rendu des super trucs, saveur de bœuf, saveur de poulet. Tu sais, c'est le fun, ça a été fait pour eux autres, mais des suppléments glucosamine, chondroïtine, la griffe du diable, tout ça, qui vont vraiment aider, là, tu sais, essayer d'aider les articulations. Il y a même de la nourriture vétérinaire, la nourriture qui va avoir toutes ces propriétés-là, là. Beaucoup d'anti-inflammatoires naturels, d'antioxydants, la glucosamine, tout ça. Puis, sérieux, ça fait des petits miracles, là. Moi, j'ai un vieux minou, là, qui avait relevé, là, de la vie quasiment. Il avait changé aussi de... Tu sais, à un moment donné, je l'avais vu, je dis, mon Dieu, on dirait qu'il a rajeuni de 10 ans. Ben, c'est ça. On l'avait mis sur une de ces nourritures-là, là, qui était fait pour, plus pour l'arthrose, là. Ensuite, bien sûr, il y a des médicaments vétérinaires. Oui, c'est sûr. Ne donnez pas des aspirines puis des Tylenol à vos animaux, là, c'est toxique. Les médicaments, allez voir votre vétérinaire, mais on en a des bons là, pour ça aussi. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé de les donner tout le temps. Ça peut être juste une période, mais le reste est important. Puis maintenant, on peut faire de la physiothérapie. Hein. C'est ça. La physiothérapie qui va beaucoup... Ça peut énormément aider les chiens qui ont de l'arthrose. Fait qu'il y a des endroits, là, il y a des vétérinaires qui sont spécialisés, en tout cas, ou qui en offrent de la physiothérapie, puis ça vaut la peine. Ouais. Ça bien bénéfique. Même, il y a des vétérinaires qui vont faire de l'acupuncture. C'est ça que j'allais dire, ostéopathie, acupuncture, c'est très bon, ça. Il y a des médicaments des injections qu'on peut donner là, une fois par mois aussi, tu sais, qui vont, tu sais, c'est un petit peu comme de la glucosamine en injection, là, je vais faire ça simple, là, c'est pas compliqué, mais c'est aussi pour aider. Fait, il y a vraiment, tu sais, plein de choses qu'on peut faire. Puis je pense que mieux vaut en faire plus que pas assez. C'est multimodal. Oui, c'est ça que tu veux dire quand tu parles de multimodal. Il faut voir tous les aspects et essayer que ça soit le mieux possible dans toutes les... Ou en tout cas, plusieurs sphères. Là, les sphères, oui, c'est ça. Oui, OK, good. Ben, c'est très intéressant. Mais comment tu fais? Écoute, je vais finir là-dessus, mais vous pouvez déceler l'arthrose chez un animal? Ben, si je te parle d'un chien, en général, il va avoir une boiterie ou bien non, tu sais, l'animal est plus raide, tu sais, une démarche plus raide ou des fois, ils ont de la misère à se lever. Bon, oui, c'est ça. Il faut être à l'écoute. C'est ça, on va voir un peu. Le chat, lui, il saute moins, il joue moins, il dort plus, il se toilette moins. On voit qu'il commence à être, tu sais, du pas beau poil parce qu'il se toilette moins. Fait qu'ils ont un peu un tempérament différent, là, et comportement différent, mais donc, quand on a des doutes, après ça, on fait un bon examen, puis on est à l'écoute un peu de ce qu'on peut déceler, là, tu sais, on vérifie chaque articulation, flexion, extension, etc. Okay. Puis là, ben après ça, on peut faire des radios. Évidemment, c'est les radios c'est tout ça qui va nous amener, là, à dire, ben ça y est, on a de l'arthrose, puis il faut faire quelque chose. Oui. Bon, fait que en résumé, là, on regarde la douleur, on regarde le côté santé, le côté physique, avant de les direct en comportemental. Oui. Idéalement, on s'assure qu'il n'y a rien qui expliquerait le changement de comportement ou le comportement qu'on a là. Parce que là, sinon, on travaille pour rien, là. On dépense autant d'argent, là, puis de temps, puis d'énergie à essayer de changer un comportement qui ne voudra pas s'améliorer, là. Parce qu'il y a quelque chose dans le fond, là. Fondamentalement. Exactement. Ouais. Ah, c'est génial. Super. Merci, Annie. Ça me fait plaisir. C'est un beau sujet que tu m'as amené. C'est toi qui me l'as amené. Oui, c'est moi qui te l'ai amené. Parce que il y a des affaires, les gens qui me connaissent, ils savent que je dis tout le temps la même maudite affaire pour certaines affaires. Puis je dis tout le temps, regardez la santé, regardez le côté physique avant. Fait que je dis, regarde, ça va être le fun d'aborder ça avec une vétérinaire. C'est cool. Fait que, écoute, avant qu'on se laisse, je vais te poser une petite dernière question. Puis c'est une petite question plus personnelle. Ceux qui suivent mes entrevues puis qui regardent jusqu'à la fin, ils savent qu'habituellement, je pose ma dernière question. Parce que souvent, on demande aux gens de quoi ils sont plus fiers dans leur parcours.
Mais moi, j'aime ça prendre la chose à l'envers, puis le demander autrement. Ça permet aussi de découvrir les gestes sous un autre angle. Alors, je vais te poser ma question. Est-ce que Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme une mauvaise décision, mais que si c'était à refaire, que tu pourrais revenir en arrière, tu prendrais quand même cette décision-là pour tout ce que ça t'a apporté? Hey, parce qu'on va le dire, là. Oui, on va le dire. Je l'avais dit avant, là. Oui, je te l'ai dit avant. Pour que tu réfléchisses un peu. Ça. Et donc, j'ai très beaucoup réfléchi, parce que je me disais, ah, mon Dieu, parce que il y a des choses que je regrette d'avoir fait, mais je regrette encore. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. Des choses que j'ai fait, que je regrette, mais que je referais exactement la même chose. Ça, c'est plus rare, disons. Puis je pense que, honnêtement, c'est d'être allé en psycho, d'avoir fait le détour académique d'aller en psycho. Dans le fond, de faire mon cégep en sciences humaines, après ça, de me retrouver faire mon bac en psycho, puis même de commencer une maîtrise en psycho, là. C'est quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs années, c'est ça, j'allais dire. Ça fait 5, 6, 7 ans, parce que moi, j'avais fait mon bac à McGill en anglais, fait que je l'avais fait sur 4 ans, tu sais, fait que c'est comme 7 ans, là. C'est beaucoup, là. C'est plus qu'un plan quinquennal. Oui. Mais tu sais, parce que le problème, c'est que là, t'as pas de sous, puis je me suis endettée, là, moi, tu sais, comme ben du monde, là, on va à l'école, puis on est sur les prêts et bourses, mais les prêts, hein, fait que, et puis, ben, tout ce temps-là, tu vieillis, veux pas, donc, ben, t'as pas d'enfants, pendant ce, ben, il y en a qui en ont, mais moi, j'en avais pas, tu t'achètes pas de maison, tu commences pas ta vie, tu sais, on s'entend, là, t'es à l'école, puis t'es à l'école. Fait que, tu sais, j'ai traîné à l'école plus longtemps, disons, c'est ça, OK. Que d'autres, là. J'aurais pu faire ça d'une traite, là, si les choses avaient été autrement. Mais, donc, tu sais, ce que je regrette là-dedans, c'est juste peut-être d'arriver, tu sais, c'est un peu de la jalousie, là, on va l'avouer, que des gens qui ont commencé plus jeunes que moi, puis qui ont acheté leur maison plus jeunes que moi quand c'était le temps de l'acheter, hein, avant que ça soit trop dispendieux, puis tu sais, qui ont plus d'argent accumulé dans leur compte de banque pour leur retraite que moi, parce que moi, j'ai moins de temps de travail, tu sais, veux pas, là, que... Fait que c'est comme un peu une jalousie ou un petit envie. Tu sais, que, tu sais, donc ça serait comme ce que j'aurais peut-être voulu faire autrement. Mais en même temps, puis on a parlé tantôt, Michel, au début, tu sais, je regrette pas de l'avoir faite, ma psycho. Tu sais, j'ai appris tellement d'affaires intéressantes, là. Mon bac en psycho à McGill, c'était fabuleux. Tout ce que j'ai appris sur le cerveau, les connexions, la toxicologie dans le cerveau, les sphères différentes, là, la sphère du langage, de ci, de ça. Tu sais, je regrette, on a parlé aussi tantôt, l'apprentissage. Je regrette rien de tout ça parce que ça fait de moi quelqu'un de, tu sais, je dirais de plus complet. Tu sais, je suis arrivée à la faculté de médecine vétérinaire. Tu sais, j'avais déjà tout un background, là. Fait que c'est des choses qui m'ont aidé dans mon parcours aussi avec mes clients, tu sais, la psychologie, veut pas, l'éducation des chiens, tout l'aspect comportemental, comment gérer un peu les euthanasies, le deuil, tu sais, bon, là, on est plus humaniste, là, quand même, mais tu sais, j'étais en psycho pareil. Fait que, tu sais, c'est ça que ça m'a amené. C'est ça que je te... Fait que non, je retournerai pas en arrière. T'sais. Ça a été bénéfique quelque part, là. C'est peut-être pas du temps perdu pour ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, regarde, il y en a plein. Moi, j'ai commencé tard à me ramasser de l'argent, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Mais je comprends.
c'est nos parcours, des fois, qui sont comme ça. Là. Ouais. On sort du sentier, puis on y revient, mais bon. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça nous apporte des choses. Je le regrette pas, là. Des fois, je pense à ça, puis je me dis, mais non, je le regrette pas. Je me sens, tu sais, je me sens équipée dans plus de sphères, je dirais, là. C'est ça, ça te fait de toi aussi un vétérinaire très complet, là, qui a beaucoup d'aspects complémentaires. C'est ça. Exactement. Ben c'est intéressant. J'aime toujours ça, savoir comment ça se passe. On a tous des regrets. Oui, c'est ça. On en a tous des erreurs de parcours, tu sais. Puis souvent, des fois, je parle aussi avec les gens, puis je dis, quand tu as pris ta décision, tu étais sûr que c'était la bonne décision, sinon on l'aurait pas pris, tu sais. Puis bon, après, ça change, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait 1001 métiers. Fait que je pense que je fais pas longtemps que je suis sur le bon. Mais écoute, c'est comme ça. Comme on dit, t'es sur ton X, là. Je suis sur mon X, là, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, garde, au moins, je l'aurais trouvé avant de mourir. Je dis ça en blague, mais... Oui, c'est ça. Là, tu dis ça, puis là, je regarde mes cheveux blancs, c'est nouveau, tu sais, je me fais plus de teinture, mais t'es encore jeune pourtant, mais c'est blanc, solide, là. Fait que là... je suis peut-être plus vieille que toi, puis j'ai pas de cheveux blancs. Là, j'ai les cheveux teints parce que j'ai un châtain plate, pas dire d'autre chose. Fait que, mais j'ai pas de cheveux blancs, sinon je garderais mes cheveux blancs. Fait que si tu veux, c'est jamais... Tu vois, on n'est jamais content de ce qu'on a. On n'est jamais content. Mais moi, je suis contente. Pour mes cheveux, là, c'est correct. Moi, je suis encore en cheminement, là. C'est en cheminement. Ça a commencé au début de la COVID, fait qu'on peut suivre l'évolution de la COVID-19. Avec les cheveux. Ouais. Ben écoute, il n'est jamais trop tard pour changer d'idée pour ça. Non, ben non. Non, c'est sûr. Merci de m'avoir invité, c'était le fun. Ah oui, j'ai eu vraiment du fun. Je veux dire, on s'était jamais rencontrés, puis regarde, c'est comme si on se connaissait. Fait que j'ai vraiment apprécié énormément, Annie. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai trouvé ça fantastique. Fait que merci à tout le monde aussi qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez appris. Là, vous demanderez à Mimi Griotte, puis elle pourra m'écrire, là, pas de problème. Puis de toute façon, dans sous l'entrevue, il va avoir tes coordonnées, puis je vais donner, de l'info là sur toi. Fait que vous pourrez aller voir ça. Fait que merci à tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Puis à la prochaine. Bye. Bonne journée. Merci.